Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec Patrimoine thématique où nous avons le plaisir de recevoir Georges Nemes, président du groupe Patrimofi et administrateur de l'Anacofi. Bonjour Georges Nemes. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors nous sommes là au début du mois d'octobre, on s'est déjà vu sur ce plateau. Ça fait un mois qu'on donne la parole en fait aux experts de la gestion de patrimoine dans Smart Patrimoine. Et il y a des thèmes qui reviennent très souvent, pour ne pas dire tout le temps. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle très régulièrement de private equity, de SCPI, de fonds structurés, sans oublier évidemment l'ESG, mais on y reviendra. D'abord, sur ces trois premières thématiques, vous constatez, vous, que c'est les trois grandes thématiques de cette rentrée ? Oui, alors ce sont trois des thématiques de la rentrée. Ce sont aussi des thématiques que nous avons toujours mises en avant depuis de nombreux mois et même plusieurs années, ayant une conviction profonde que l'ensemble de nos clients, ou l'essentiel de nos clients, ne souhaitaient pas être exposés à la volatilité des marchés. D'accord. Et donc c'est une manière de diversifier l'allocation de leurs actifs tout en les mettant un peu à l'abri de cette fameuse volatilité. Donc private equity, SCPI, fonds structurés, pour vous, c'est des placements qui permettent d'éviter la volatilité des marchés. Peut-être un peu moins pour les fonds structurés quand même ou... Oui, si je peux juste me permettre de rappeler, la volatilité, c'est l'amplitude de la variation sur la durée. Donc, Bien sûr. Plus la variation est importante sur une durée courte, plus il y a de volatilité. Et l'archétype d'un placement volatile, c'est forcément une action cotée en bourse. Bien sûr. Donc, Oui. donc on peut comme ça classer les autres catégories. en étant de fait moins volatile du coup. De fait moins volatile. Et alors pourquoi ces trois-là depuis, alors pas depuis la rentrée, mais qui reviennent depuis fin août, c'est quoi? C'est là où on va trouver du rendement aujourd'hui ou... Alors on va trouver du rendement, on va trouver des marchés qui ne sont pas aussi hauts que les marchés financiers. Bien sûr. Entendu, on s'interroge de savoir jusqu'où ils vont aller. Bien sûr. Combien de temps vont-ils tenir le private equity, c'est donc accompagner quand même l'économie en investissant directement au sein des entreprises, bien sûr, à travers de fonds, de structures intermédiaires, bien sûr, mais c'est aussi une logique d'un investissement à moyen terme. C'est accepter un certain degré d'illiquidité pour rechercher effectivement des rendements bien plus élevés. Et un placement qui est pas mal mis en avant en ce moment, notamment avec le label Relance aussi, où cette idée de financer la reprise économique, de réorienter l'épargne vers justement ces PME et ETI françaises. Exactement, ce sont autant de labels ou de systèmes d'incitation, où vous avez même des systèmes d'incitation d'origine fiscale qui peuvent aussi convaincre les investisseurs du bien fondé de cette offre. D'accord, donc ça c'est pour le private equity, donc on va chercher du rendement, mais on alerte sur l'illiquidité, encore qu'on commence à voir parfois des produits qui ramènent de la liquidité dans ce produit qui par définition normalement nécessite d'être investi longtemps. Oui, alors jusqu'à présent le private equity était réservé à une catégorie de clientèle plutôt fortunée, disposant de tickets d'investissement d'au moins 100 000 euros. Aujourd'hui, on a vu apparaître, quand je dis aujourd'hui, depuis de nombreux mois, bien sûr, oui. On a vu apparaître une offre de private equity au sein de l'assurance vie, donc accessible à des niveaux beaucoup plus bas, et dont la liquidité est en principe garantie par l'assureur, ce qui change un peu la donne. Bien sûr, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut normalement retirer son argent, si ce n'est à tout moment. En tout cas, il y a des cas de déblocage anticipé, comme on peut le connaître dans certains dispositifs de retraite. Oui, il y a une valeur liquidative, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est un investissement moyen-long terme. Et donc, lorsqu'on est amené à vouloir bénéficier de la valeur liquidative, donc la liquidité est retirée par anticipation ces fonds, on prend également le risque éventuellement d'être dans une période où on réalisera une moins-value. Alors, les SCPI, c'est des réalités très diverses, que ce soit en termes de thématiques, que ce soit en termes de régions géographiques, que ce soit en termes de régions juste, est-ce qu'on est en ville, enfin en cœur de ville ou en périphérie. Si on prend de la hauteur sur cet investissement de manière générale, comment est-ce que vous le voyez, vous, aujourd'hui ? On a l'impression que c'est là où on va chercher du rendement. On nous parle de 4% généralement, parfois 5%. On a l'impression que, comme il y a immobilier, ça rassure énormément les investisseurs et donc les émetteurs de produits jouent aussi sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, Georges Nemes ? Alors, avant tout, les CPI, ce sont des investissements immobiliers. Je crois que certaines personnes ont un peu perdu ça de vue. Donc là encore, nous sommes sur un investissement à moyen long terme. Là encore, il n'y a aucune forme de liquidité qui est garantie.
en période normale, les SCPI offrent ce que j'appellerais moi une fluidité, c'est-à-dire que l'investisseur acquiert des parts et il peut donc les céder ces parts, Bien sûr. que ce soit des SCPI à capital fixe ou à capital variable. Mais on peut se retrouver dans des cas où la liquidité, où la fluidité dont je parle est bloquée et il y a plus de demandeurs que d'offres. C'est ça, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est pas l'opérateur de la SCPI qui va racheter vos parts le jour où vous voulez sortir. Il faut qu'il y ait un autre acheteur derrière qui soit intéressé par vos parts en question. Pour les SCPI à capital variable, qui sont les plus répandus sur le marché, c'est une sorte de confrontation entre l'ensemble des souscripteurs et l'ensemble de ceux qui souhaitent exercer un retrait de leur part. Et alors, vous, j'imagine que vous en faites quand même de la SCPI. Qu'est-ce que vous allez regarder spécifiquement ? Alors nous allons regarder, d'abord nous allons regarder son passé, son track record, au jargonais. Nous allons regarder la constitution de son patrimoine, l'emplacement. D'accord, ouais, c'est ça. Nous allons regarder le profil des locataires. D'accord. Nous allons regarder la concentration également des revenus locatifs entre quelques locataires. Est-ce que quelques locataires représentent un pourcentage élevé ou pas des loyers pour évaluer le risque de défaillance de l'un de ces locataires. Donc il vaut mieux que ce soit diversifié, si ça rassure finalement quand on y va. Plus ces points-là sont mutualisés, mieux on se porte. D'accord. Et on va également regarder la durée des baux, qui est un élément très important, surtout en ce moment, à savoir donc, les baux commerciaux 3-6-9 années. Dans beaucoup de ces pays, surtout ceux bien gérés, vous avez 50%, voire 60% des baux qui sont à 6 ans ferme et plus. Et donc c'est un élément très rassurant, puisque ça donne de la visibilité à moyen terme sur la régularité et la récurrence des revenus. Et je pense que c'est un élément extrêmement important en ce moment où, depuis mars 2020, nous vivons une période particulière. Bien sûr. Où est apparu le télétravail systématique dans toutes les entreprises à un moment donné. Et aujourd'hui, on s'interroge sur le modèle futur des relations entre l'entreprise, ses salariés et l'usage des bureaux. Est-ce que tout le monde va quitter les bureaux pour être en télétravail? Est-ce qu'on va utiliser les bureaux différemment? En tout état de cause, quelle que soit la réponse à ce genre de sujet, la certitude que nous avons, c'est qu'au sein des SCPI, l'impact de ce type de décision forte que peuvent prendre les entreprises ne se fera sentir qu'entre 3 et 5 ans d'aujourd'hui. D'accord. C'est lié au fait qu'on ne peut pas quitter ou résilier son bail comme on veut. On est bien obligé d'attendre l'échéance. Donc l'immobilier de bureau n'est pas complètement mort aujourd'hui en 2021. Et s'il venait à le devenir, ce ne serait pas tout de suite, ce serait entre 3 et 5 ans. Voilà. Et on peut penser qu'il y aura d'autres événements qui vont affecter positivement l'immobilier de bureau dans 3 à 5 ans aujourd'hui. On peut espérer que la pandémie ou l'épidémie aura été, si ce n'est jugulée, en tout cas maîtrisée. Et alors, un mot rapidement des fonds structurés, parce qu'on l'entend souvent sur ce plateau, on nous explique que c'est le meilleur des deux mondes. Je ne vais pas revenir sur le mécanisme dont on a déjà parlé, mais il y a quand même cette idée avec le fonds structuré que plutôt que d'aller investir sur un marché financier et de suivre finalement l'évolution du cours, on s'engage sur un rendement et ensuite charge à celui qui a émis le fonds structuré d'atteindre ce rendement. Donc la promesse est belle. Avec une idée de garantie en capital. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, les fonds structurés? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites attention, c'est risqué, ou au contraire, vous vous dites tiens, c'est plutôt malin et ça peut plaire à certains de mes clients? Je pense que c'est une très bonne manière d'accompagner les marchés financiers sans s'exposer frontalement. Donc d'essayer de bénéficier des fluctuations des marchés financiers, voire de capter des rendements même en cas de performance négative pour certains fonds. Bien sûr, en fait, avec le système d'options. Les fonds structurés ont différents mécanismes, le versement d'un coupon protégé jusqu'à 20% de baisse par exemple, et effectivement la protection du capital à l'échéance, donc qui est un élément très important, même si on sait que 93% des fonds structurés sont remboursés dans les 3 premières années de leur durée de vie, mais enfin en période normale, pourrais-je dire. Donc les fonds structurés, c'est une manière de rechercher un rendement qui peut être assez élevé et que, malgré ou au travers de toutes les vicissitudes que pourront connaître les marchés financiers, et d'avoir le temps pour soi, c'est-à-dire en général une dizaine d'années, pour percevoir ce rendement, c'est ce que j'appellerais une forme de risque maîtrisé et acceptable pour l'ensemble de nos clients. D'accord, donc ça c'est l'avis du professionnel en investissement qui conseille les épargnants. On finit avec l'ESG. Alors l'ESG, je ne vous cache pas, Georges Neymes, que c'est un sujet qui revient très régulièrement, voire
tout le temps. Qu'est-ce que vous, non pas, enfin, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, qui devez conseiller des épargnants vis-à-vis de produits que vous leur proposez, comment est-ce que vous voyez cette, moi j'appelle ça une vague marketing, pas forcément parce que tout est faux dans ce qu'on raconte, mais parce que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde dit qu'il en fait. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, aujourd'hui? Écoutez, je vois ça d'abord. Je ne peux être que satisfait de cette tendance globale. Je pense que nous n'allons pas débattre aujourd'hui de l'intérêt qu'il y a à défendre la planète, Bien sûr. préparer l'avenir et essayer de corriger les excès de l'humanité. Donc tout ce qui concerne le climat, les investissements durables, etc., est le bienvenu. Maintenant, entre ça et la réalité, aujourd'hui, nous avons une tendance de fond, sans jeu de mots, Bien sûr. pour constater que les investissements veulent tous se verdir. Donc je n'irai pas jusqu'à prononcer, je prononcerai quand même le mot de greenwashing, qui est la version, je dirais, presque limite entre l'escroquerie et la réalité. Bien sûr, Mais ou qui consiste à ne rien changer, mais à dire que c'est vert. C'est vert, donc on peut se demander comment, par miracle, l'ensemble de l'offre, l'essentiel de l'offre aujourd'hui, notamment en matière d'investissement financier, mais même maintenant en matière immobilière, a pu en si peu de temps se verdir à ce point-là. Donc je dis simplement que l'intention est bonne, il ne faut pas non plus que les investisseurs, nos clients, soient lésés et croient investir dans des structures qui vont contribuer à des investissements durables, ont des objectifs verts et qui, en fait, dans la pratique, ne le font pas. Il ne faut déjà pas confondre l'investissement dans la structure d'un fonds d'investissement, par exemple, et le sous-jacent de cet investissement, qui sont les sociétés dans lesquelles il est investi. Donc je pense qu'il y a une énorme part de marketing, sans vouloir froisser qui que ce soit sur le marché. Il y a des gens plus sérieux que d'autres, et il y a quelques points de vigilance quand même qu'il faudrait observer. Notamment, nous avons aujourd'hui des critères. On a ISR, ESG, on ne va pas rentrer dedans, et il peut y en avoir demain d'autres. Il faudrait que ces critères soient beaucoup plus rigoureux qu'ils ne le soient aujourd'hui, qu'ils ne soient pas sujets à interprétation ou à manipulation, dirais-je, et que ça soit déjà un élément extrêmement rassurant pour les clients. Il faudrait aussi probablement que les autorités de tutelle, qui n'hésitent pas à contrôler beaucoup de choses dans notre univers professionnel, s'intéressent de plus près à ce verdissement soudain d'une partie de l'offre du marché et nous rassurent et rassurent nos clients sur le fait qu'effectivement, nos clients investissent dans des sociétés qui vont contribuer durablement à l'amélioration de notre environnement. Et le dernier point, il m'a échappé. Bon, en tout cas, il y en a déjà deux, effectivement, avec cette notion de régulation. Merci beaucoup, Georges Németh, de nous avoir détaillé un petit peu votre avis et votre vision sur ces tendances de rentrée. Georges Németh, président du groupe Patrimofi et administrateur de l'Anacofi. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.